Le navire accosta au port de Saint-Pierre, en Martinique, par une matinée de juillet 1775, lourde de brume et de chaleur. Sur le pont, 3 jeunes femmes se tenaient côte à côte, droites malgré le roulis. Célestine, Marguerite et Éléonore de Valmont, 3 sœurs jumelles, triplées inséparables, descendirent la passerelle avec cette grâce aristocratique qu'on leur avait inculquée depuis l'enfance à Versailles. Leurs robes de soie claire, coupées à la dernière mode parisienne, contrastaient avec l'éclat tropical du port, les cris des dockers, l'odeur du rhum et du sel, le tumulte des esclaves chargés de ballots. À 23 ans, les 3 sœurs venaient d'hériter de la plantation Bellevue, le domaine colonial que leur père avait bâti pendant 30 ans avant qu'une fièvre tropicale ne l'emporte en 3 jours. Beaumont, le régisseur de la plantation, les attendait sur le quai. C'était un homme trapu, au visage rougi par le soleil et le rhum. Il s'inclina devant elle avec une révérence maladroite. « Mesdemoiselles de Valmont, soyez les bienvenues. La plantation vous attend. J'ai préparé la grande maison selon vos instructions. » Les 3 sœurs échangèrent un regard silencieux, partagé entre appréhension et fierté. Elles montèrent dans la calèche qui les conduirait à Bellevue. Pendant le trajet, elles observèrent en silence le paysage luxuriant. Les champs de canne à sucre s'étendaient à perte de vue, ondulant sous la brise marine. Des dizaines de silhouettes courbées travaillaient sous le soleil écrasant, la peau luisante de sueur, le dos ceinturé de cicatrices anciennes. Célestine serra la main d'Éléonore, Éléonore chercha celle de Marguerite, et la chaîne invisible qui les liait depuis l'enfance sembla se resserrer encore. C'était un geste qu'elle répétait dans tous les moments d'incertitude. La grande maison apparut au détour d'un virage, majestueuse, avec ses colonnes blanches et ses balcons en fer forgé. Les jardins, bien que négligés depuis la mort de leur père, gardaient une beauté sauvage, où les roses se mêlaient aux plantes tropicales. Devant l'entrée principale, un groupe de domestiques se tenait aligné avec une précision presque militaire. « Voici le personnel de maison », annonça Beaumont. Marie-Rose, la cuisinière. Justine et Thérèse, les femmes de chambre. Et Thomas, qui s'occupe de l'entretien général de la propriété. Thomas se tenait légèrement à l'écart des autres. C'était un homme d'environ 25 ans, grand, athlétique, avec des traits fins qui trahissaient un mélange d'origine. Ses yeux noirs croisèrent brièvement ceux de Célestine, puis ceux de Marguerite, puis ceux d'Éléonore, avant qu'il ne baisse respectueusement le regard. Dans ce bref échange, quelque chose se produisit, infime mais réel, comme une étincelle qu'aucune des 3 jeunes femmes n'aurait su nommer. Les premières semaines passèrent dans un tourbillon d'adaptation. Les triplés durent apprendre les subtilités de la gestion d'une plantation coloniale, un monde brutal, complexe, bien éloigné des salons parisiens où elles avaient grandi. Chaque matin, Beaumont leur présentait les comptes, les récoltes, les stocks de rhum, les problèmes de discipline parmi les esclaves. 120 âmes, possédées, 300 hectares de canne, des revenus qui faisaient de Bellevue l'une des plantations les plus prospères de la Martinique. Mais ce qui fascinait véritablement les 3 sœurs, ce n'étaient ni les chiffres ni les registres. C'était Thomas. Il semblait apparaître partout où elle se trouvait. Un jour, il réparait une balustrade sous la galerie. Le lendemain, il taillait les rosiers près du salon. Une autre fois, il transportait des meubles dans le hall. Contrairement aux autres esclaves qui gardaient les yeux obstinément baissés, Thomas osait parfois lever le regard. Dans ses yeux, brillait une intelligence rare. Leur père, apprirent-elles, l'avait acheté à un planteur créole ruiné et lui avait appris à lire et à écrire. Une pratique inhabituelle, mais qui faisait de lui un domestique particulièrement précieux. Un soir où la chaleur rendait le sommeil impossible, Célestine se rendit à la bibliothèque pour chercher un livre. Elle y découvrit Thomas, debout devant les étagères, un volume entre les mains. Il sursauta en la voyant, le livre lui échappant presque. « Pardonnez-moi, mademoiselle. Monsieur de Valmont m'autorisait à lire le soir. Je ne savais pas que... » Continuez, l'interrompit Célestine, surprise par sa propre audace. « Que lisez-vous ? Voltaire, mademoiselle. » Candide. Un sourire effleura les lèvres de Célestine. « Mon père avait bon goût. Et vous aussi, apparemment. » Les jours suivants, Célestine se surprit à chercher des prétextes pour croiser Thomas. Une conversation sur un livre. Une question sur l'entretien des jardins. Des échanges brefs, mais qui créaient entre eux une complicité dangereuse. Marguerite, de son côté, faisait de même, l'appelant pour des tâches insignifiantes, s'attardant dans les pièces où il travaillait. Éléonore résistait d'abord à ce mouvement,
se tenant plus en retrait, observant. Mais elle aussi sentait quelque chose se nouer en elle, une curiosité, une attirance qu'elle aurait voulu nier. Un matin, alors qu'elle prenait le petit déjeuner sur la terrasse, Marguerite brisa le silence. « Vous le remarquez aussi, n'est-ce pas ?» dit-elle en jouant avec sa tasse. Célestine n'eut pas besoin de demander de qui elle parlait. Éléonore non plus. « Nous avons toujours tout partagé, » murmura Célestine après un temps. « Nos robes, nos bijoux, nos secrets. » Marguerite posa sa tasse avec une précision délibérée. « Pourquoi pas lui ?» Le silence qui suivit fut lourd de possibilités interdites. Dans le jardin, Thomas taillait les rosiers, inconscient de la conversation qui allait sceller son destin. Elle, arrangement, commença sans qu'un mot ne soit jamais prononcé explicitement. D'abord, ce fut un regard échangé entre les trois sœurs. Puis une série de décisions qui paraissaient anodines, mais qui tissaient lentement la toile de leur pacte secret. Thomas fut retiré de ses tâches habituelles et assigné exclusivement au service personnel des triplets. Beaumont ne posa pas de questions, habitué aux caprices de l'aristocratie. On installa Thomas dans une petite chambre attenante aux appartements des maîtresses, officiellement pour qu'il soit disponible à toute heure. La nuit, tout changea. La première à frapper à sa porte fut Célestine. Elle portait une robe de chambre en soie blanche, ses cheveux défaits tombant en cascade sur ses épaules. Thomas ouvrit, comprit immédiatement et ne dit rien. Célestine entra, referma la porte derrière elle et, pour la première fois de sa vie, agit selon ses désirs plutôt que selon les conventions. Le lendemain soir, ce fut Marguerite. Elle ne prit même pas la peine de frapper. Elle entra avec l'assurance d'une propriétaire exerçant son droit. Thomas comprit alors qu'il était devenu l'objet d'un partage, un secret qu'il porterait comme une chaîne invisible, s'ajoutant à celle, bien réelle, de son statut d'esclave. Quelques jours plus tard, Éléonore apparut à son tour devant sa porte. Elle hésita longuement avant de frapper, la main tremblante. Quand Thomas ouvrit, elle semblait prête à reculer, mais son regard glissa sur ses poignets marqués de fines cicatrices d'encre et de plumes, souvenir des heures passées auprès de leur père à écrire les contes. « Je ne sais pas comment faire, » souffla-t-elle. « Vous n'avez rien à faire, mademoiselle, » répondit Thomas doucement. Cette nuit-là, ce ne fut ni la domination de Marguerite, ni la rêverie de Célestine, mais une quête confuse de tendresse et de réconfort. Les semaines s'écoulèrent dans cette routine étrange. Les trois sœurs alternaient leurs visites nocturnes, sans jamais en parler ouvertement entre elles. Durant la journée, elles maintenaient les apparences, traitant Thomas avec la distance appropriée d'une maîtresse envers son domestique. Mais la nuit, derrière les portes closes, les barrières sociales s'effondraient dans un mélange complexe de désir, de pouvoir et de transgression. Thomas naviguait avec prudence entre ces trois univers. Avec Célestine, il découvrait une sensibilité cachée derrière un masque d'aristocrate. Elle parlait de Paris, de Versailles, des livres qu'elle avait lus, et cherchait en lui un confident autant qu'un amant. Marguerite était différente, plus directe, plus dure, cherchant moins la conversation que l'intensité physique, comme si elle voulait prouver quelque chose à elle-même ou à ses sœurs. Éléonore, elle, arrivait souvent après de longues hésitations, ne restait pas toujours, mais lorsqu'elle se laissait aller, c'était avec une fragilité qui toucha profondément Thomas. Il devint un caméléon émotionnel par nécessité, s'adaptant à chacune, sans montrer de préférence apparente. Sa survie dépendait de cet équilibre. Mais au fil des semaines, quelque chose changea imperceptiblement. Les visites de Célestine se prolongèrent. Elle s'endormait parfois dans la petite chambre, la tête reposant sur la poitrine de Thomas, tandis qu'il fixait le plafond, conscient du danger croissant. Une nuit, elle murmura dans la pénombre. « Si nous vivions dans un autre monde, Thomas, les choses pourraient être différentes. » Thomas ne répondit pas. Il ne vivait pas dans un autre monde, et les rêves étaient un luxe qu'un esclave ne pouvait se permettre. Marguerite aussi se transforma. Sa domination initiale laissa parfois place à une vulnérabilité surprenante. Une nuit, après leurs ébats, elle resta allongée près de lui, traçant du doigt les cicatrices sur son dos. « Mon père t'a-t-il déjà frappé ?» demanda-t-elle. « Non, mademoiselle. Monsieur de Valmont était un homme juste. »« Et nous, sommes-nous justes ?» demanda-t-elle encore, la voix voilée d'un désespoir qu'il n'avait jamais entendu chez elle. « Vous êtes mes maîtresses, » répondit Thomas, « la justice n'entre pas dans notre relation. » Marguerite se redressa brusquement. « Tu as raison. Ne l'oublie jamais. » Éléonore, elle,
se tenait à mi-chemin entre ces deux pôles. Parfois, elle s'éloignait plusieurs jours d'affilée, rongée par la culpabilité. Puis elle revenait, incapable de supporter l'idée de laisser ses sœurs seules dans ce secret. Elle tentait d'apaiser les tensions, de garder l'équilibre fragile entre elles trois, mais en son fort intérieur, elle sentait que quelque chose se fissurait. Dans la grande maison, les domestiques commencèrent à parler. Marie-Rose remarqua que Thomas ne prenait plus ses repas avec les autres esclaves. Justine nota les draps froissés dans la petite chambre chaque matin. Les regards échangés, les portes qui se fermaient silencieusement la nuit, tout contribuait à créer une atmosphère de secret et de tension. L'averse tropicale de la saison des pluies transforma les chemins en rivières de boue. C'est à cette période que Célestine commença à ressentir les premiers malaises. Elle les attribua d'abord à la chaleur et à la nourriture créole, mais lorsque les nausées matinales persistèrent pendant 2 semaines, une peur glaciale s'empara d'elle. Elle compta et recompta les jours depuis ses dernières règles. Les chiffres ne mentaient pas. Un matin, alors qu'elle vomissait discrètement dans une bassine que Justine avait apportée, Marguerite entra dans sa chambre sans frapper. Elles se regardèrent, et dans ce regard, Célestine vit la confirmation de ses pires craintes. Marguerite était pâle, ses mains tremblaient légèrement. « Depuis combien de temps ?» demanda Marguerite d'une voix blanche. « 6 semaines peut-être, » murmura Célestine. « Et toi ?»« 5 semaines. » Éléonore, qui avait surpris la fin de la conversation depuis le couloir, posa la main sur son propre ventre, comme si son corps cherchait une réponse. Depuis quelques jours, elle aussi se sentait étrange, mais moins fortement. 2 jours plus tard, ses nausées commencèrent à leur tour. Quand les 3 sœurs se retrouvèrent dans la chambre de Célestine, le silence était lourd comme du plomb. « Je crois que je suis enceinte, moi aussi », avoua Éléonore à mi-voix. Les implications de cette triple révélation se déployèrent dans leur esprit comme une toile d'araignée, piégeant progressivement toutes les issues possibles. Elles étaient 3 sœurs célibataires, 3 héritières, et il n'y avait qu'un seul père possible. Les jours passèrent sans que la moindre solution ne se présente. Elles ne pouvaient consulter un médecin local sans risquer que la nouvelle ne se répande dans toute la colonie. Elles ne pouvaient retourner en France sans éveiller les soupçons. Elles ne pouvaient certainement pas expliquer comment 3 jeunes femmes non mariées s'étaient retrouvées enceintes simultanément dans une plantation isolée. Pendant ce temps, Thomas continuait ses visites nocturnes, ignorant le secret que les 3 femmes portaient. Un soir, alors que Célestine s'apprêtait à le rejoindre, Marguerite l'arrêta dans le couloir. « Nous devons arrêter cela maintenant, dit-elle. »« Je sais, » murmura Célestine, mais comment le lui expliquer sans ? Nous n'expliquons rien. Nous le remettons au champ. Nous disons à Beaumont qu'il ne nous satisfait plus comme domestique. Éléonore, qui les écoutait, sentit son cœur se serrer. Au cours de ces derniers mois, elle aussi s'était surprise à développer des sentiments qui allaient au-delà du simple désir. Le lendemain matin, Thomas fut convoqué dans le bureau. Les 3 sœurs étaient assises derrière le grand bureau de leur père, créant une distance physique et émotionnelle qui n'avait pas existé depuis longtemps. « Thomas », commença Marguerite d'une voix froide. « Nous avons décidé de réorganiser le personnel domestique. Tu retourneras travailler au champ sous la supervision de Beaumont. » Thomas resta immobile. Son visage ne trahissait aucune émotion, mais ses mains se serrèrent imperceptiblement. « Bien, mademoiselle, dit-il simplement. « Tu peux disposer, » ajouta Célestine, incapable de le regarder dans les yeux. Éléonore, elle, ne dit rien. Elle se contenta de fixer un point invisible sur le mur, les lèvres serrées. Les semaines suivantes furent une torture pour les 4 personnes impliquées dans ce quadrilatère impossible. Thomas maniait désormais la machette sous le soleil impitoyable, au milieu des autres esclaves, son statut privilégié disparut du jour au lendemain. Les autres le regardaient avec un mélange de méfiance et de satisfaction. Célestine, Marguerite et Éléonore, elles, vivaient dans un état de tension constante. Leurs ventres commencèrent à s'arrondir légèrement, un changement encore imperceptible pour les autres, mais évident à leurs yeux. Elles portaient des robes de plus en plus amples, évitaient les sorties sociales, prétextaient la fatigue due au climat. Un soir, Marie-Rose frappa à la porte du salon où elle prenait le thé. Son visage était grave. « Mesdemoiselles, puis-je vous parler franchement ?» Marguerite sentit un froid envahir sa poitrine. « Je vous sers depuis 20 ans, dit Marie-Rose. J'ai servi votre père avec loyauté et je compte vous servir de même. Mais je ne suis pas aveugle.
Si vous avez besoin d'aide, de quelqu'un qui sait garder un secret, je suis là. Le silence qui suivit était chargé de signification. Que savez-vous exactement? Demanda Célestine d'une voix tremblante. Je sais que 3 jeunes femmes enceintes ne peuvent pas gérer seules ce qui les attend. Je sais qu'il y a un homme impliqué, et je peux deviner qui. Et je sais que, dans cette colonie, un tel scandale détruirait tout ce que votre père a construit. Marguerite se leva brusquement. Êtes-vous venue nous faire du chantage, Marie-Rose? Non, mademoiselle. Je suis venue vous offrir mon aide. J'ai des connaissances en matière d'accouchement. Et j'ai des contacts discrets qui pourraient arranger les choses une fois les enfants nés. Elle parla d'orphelinats, de familles créoles prêtes à adopter sans poser de questions, de couvents où certaines histoires n'étaient jamais racontées. Pour la première fois depuis des semaines, les triplés virent une lueur d'espoir, sombre, chargée de sacrifices à venir, mais meilleure que le désespoir total qui les étouffait. Les mois passèrent dans une tension croissante. Les 3 sœurs vivaient désormais reclus dans la grande maison, prétextant une maladie tropicale. Beaumont gérait la plantation avec une efficacité qui ne nécessitait pas leur présence. Les visiteurs étaient poliment éconduits. L'isolement forcé commença pourtant à fissurer leurs relations. Pour la première fois de leur vie, elles n'étaient plus unies face à l'adversité, mais divisées par des jalousies sourdes. Marguerite remarquait que le ventre de Célestine semblait plus gros que le sien. Célestine observait qu'Éléonore paraissait plus fatiguée, plus malade. Chacune se demandait en secret laquelle d'entre elles portait, vraiment, l'enfant de Thomas, lequel il aurait aimé s'il avait pu choisir. La question n'était pas rationnelle, mais elle rongeait leur cœur. Un après-midi lourd de décembre, alors qu'elle prenait le thé dans le salon, Marguerite brisa le silence. « Tu es allé le voir » dit-elle en fixant Célestine. Célestine sursauta. « Ne me prends pas pour une idiote. Je t'ai vu hier soir traverser le jardin vers les quartiers des esclaves. » C'était vrai. Incapable de résister plus longtemps, Célestine était allée voir Thomas dans la petite case qu'il partageait avec 3 autres hommes. Elle n'était restée que quelques minutes, mais elle avait eu besoin de lui dire à voix basse qu'elle portait son enfant. Il avait le droit de savoir, répondit-elle. Le droit? Explosa Marguerite. Il n'a aucun droit. C'est un esclave. Et tu as mis en danger tout ce que nous essayons de protéger. Éléonore tenta d'intervenir, mais les 2 autres ne l'écoutèrent pas. Tu es jalouse, lança Célestine. Tu es jalouse parce que tu penses qu'il me préfère. Le visage de Marguerite se durcit dangereusement. Je me moque de ses préférences. Ce qui m'importe, c'est que ta sentimentalité stupide pourrait nous détruire toutes les 3. Ma sentimentalité, au moins je reconnais qu'il est plus qu'un simple objet. Quoi, tu l'aimes? Le rire de Marguerite fut cruel. Tu t'es inventé une romance. La réalité, c'est qu'il nous a utilisés toutes les 3. Il savait très bien ce qu'il faisait. Les mots de Marguerite plantèrent une graine de doute dans l'esprit de Célestine. Et si elle avait raison? Et si tout ce qu'elle avait interprété comme de l'affection n'était qu'une stratégie de survie? Éléonore, elle, se sentit déchirée entre les 2. Elle savait que Thomas n'avait jamais eu le choix, mais elle savait aussi qu'il avait parfois parlé avec elle d'un avenir plus juste, même s'il n'y croyait pas vraiment. Le lendemain, ce fut Marguerite qui se rendit au quartier des esclaves. Elle trouva Thomas réparant un outil agricole devant sa case. Les autres s'éloignèrent discrètement à son approche. « Ma sœur est venue te voir hier, dit-elle. »« Qu'est-ce qu'elle t'a dit ?»« Elle m'a parlé de sa condition, » répondit Thomas calmement. « Et tu as été touché, je suppose ?» Le ton de Marguerite était tranchant. « Laisse-moi te dire quelque chose, Thomas. Moi aussi, je porte ton enfant. Et Éléonore également. Alors, avant que tu ne commences à te croire important, rappelle-toi que tu as mis enceinte 3 femmes qui te possèdent. Et cette situation ne se terminera bien pour personne si tu continues à jouer avec nos émotions. » Thomas la regarda directement dans les yeux, geste audacieux pour un esclave. « Je n'ai jamais voulu cela, mademoiselle. Aucune de vous ne m'a demandé mon avis. » La gifle partit avant que Marguerite ne puisse se retenir. « Tu n'as pas d'avis à avoir. Tu es ma propriété. » Thomas porta la main à sa joue rougie, mais ne baissa pas les yeux. « Oui, mademoiselle. Je suis votre propriété. Comme ces outils, comme cette case. Mais les enfants que vous portez, vous et vos sœurs, seront aussi les miens, que cela vous plaise ou non.
Les mots de Thomas la poursuivirent jusqu'à la grande maison. En passant devant le bureau, elle aperçut Beaumont penché sur les registres. Une idée germa en elle, radicale. Ce soir-là, alors que Célestine dormait et qu'Éléonore priait à genoux dans sa chambre, Marguerite convoqua Beaumont dans le salon. « Monsieur Beaumont, je veux que vous vendiez Thomas. » Le régisseur la regarda, surpris. « Thomas ? Mais c'est l'un de nos meilleurs travailleurs. Et votre père l'avait personnellement formé. Je me moque de ce que mon père a fait. Je veux qu'il soit vendu discrètement. À un planteur de Sainte-Lucie ou de la Dominique. Quelqu'un qui ne pose pas de questions. » Beaumont hésita, mais il n'était pas stupide. Il avait vu les changements étranges à la grande maison. « Ce sera fait, mademoiselle. Il y a une vente d'esclaves à Fort-de-France la semaine prochaine. Je peux arranger sa vente à un marchand qui l'expédiera hors de la Martinique. » Parfait. Et ma sœur ne doit rien savoir avant que ce soit fait. 3 jours plus tard, Célestine se réveilla avec un étrange pressentiment. La maison était trop silencieuse. Elle s'habilla en hâte et descendit. Elle trouva Marguerite assise dans le salon, le visage fermé. Éléonore, près de la fenêtre, tenait un mouchoir dans ses mains crispées. « Où est Thomas ?» demanda Célestine sans préambule. « Parti, » répondit Marguerite. « Parti ? Que veux-tu dire ? Je l'ai fait vendre. Il est en route vers Sainte-Lucie. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Célestine sentit ses jambes se dérober et dut s'agripper au dossier d'une chaise. « Comment as-tu pu ? Comment as-tu pu décider seule de quelque chose qui nous concerne toutes les trois ? » « Vraiment ? » répliqua Marguerite. « Parce que je me souviens que tu es allé le voir dans les quartiers des esclaves sans me consulter. Tu as mis en danger tout ce que nous essayons de protéger. »« Je l'aimais, » cria Célestine, les larmes coulant sur ses joues. « Tu étais amoureuse d'un interdit, » répondit Marguerite avec dureté. « Mais tu n'aurais jamais pu vivre vraiment avec lui. Il restera toujours un esclave. » Éléonore intervint enfin, la voix brisée. « Il était le père de nos enfants à toutes, dit-elle. Tu crois que cela ne compte pas pour moi ? Tu crois que cette décision est facile ? » Pour la première fois de leur vie, le lien qui les unissait sembla sur le point de se briser. « Je ne te pardonnerai jamais, » murmura Célestine. « Alors nous ne nous pardonnerons jamais, » répondit Marguerite. Éléonore resta silencieuse, sentant que, quel que soit son camp, elle perdrait toujours une partie d'elle-même. Les mois qui suivirent furent les plus difficiles de leur existence. Elles vivaient dans la même maison, mais comme des étrangères. Elles communiquaient par notes écrites, mangeaient séparément, et évitaient tout contact inutile. Marie-Rose naviguait entre les trois, tentant de maintenir une apparence de normalité dans cette maison devenue champ de bataille silencieux. Au fil des semaines, les grossesses devinrent impossibles à cacher. Les robes les plus amples n'y suffisaient plus. Beaumont fut informé qu'il devrait gérer seul la plantation pendant plusieurs mois, les maîtresses étant, trop malades, pour recevoir. Marie-Rose fit venir une sage-femme créole de confiance, maman Joséphine, qui avait mis au monde la moitié des enfants de la colonie, légitimes ou non. Maman Joséphine les examina tour à tour, hocha la tête sans poser de questions. Les secrets étaient une monnaie précieuse, et elle en avait accumulé assez pour assurer sa sécurité. Le premier accouchement fut celui de Célestine. Ce fut long et difficile. Elle mit au monde un garçon à la peau couleur caramel, qui cria avec vigueur. En le regardant, Célestine sentit son cœur se briser et se remplir en même temps. C'était l'enfant de Thomas, la preuve vivante de leur brève histoire. « Il est beau, » murmura Marguerite depuis le seuil. « Il lui ressemble. » 3 semaines plus tard, ce fut au tour de Marguerite. Elle donna naissance à une fille, elle aussi métissée, aux yeux sombres déjà attentifs. Quelques jours après, Éléonore perdit le sang et la force dans un couloir. Sa grossesse ne fut jamais menée à terme. On parla de fausse couche, de volonté de Dieu. Elle ne répondit rien, enfermée dans une douleur que ni ses sœurs ni les domestiques ne pouvaient partager. Les 3 femmes se retrouvèrent dans une situation irréelle, 2 d'entre elles tenant un enfant dans leurs bras, la 3e serrant contre elle un ventre vide. Les bébés étaient frères et sœurs, mais aussi cousins, fruits d'une histoire qu'elles ne pourraient jamais raconter. « Nous ne pouvons pas les garder, » dit un jour Marguerite, le regard perdu. Célestine serra son fils contre elle. « Je sais, » répondit-elle. Marie-Rose avait déjà organisé ce qui devait suivre.
Un couple créole sans enfant prendrait le garçon, prétendant qu'il était le fils d'une parente décédée. La petite fille irait dans un couvent tenu par des religieuses qui ne posaient pas de questions. La séparation fut déchirante. Célestine passa ses dernières heures avec son fils à mémoriser chaque détail de son visage. Marguerite, plus raide en apparence, lutta pour ne pas s'attacher davantage. Éléonore, elle, resta à distance, incapable de regarder ce qu'elle avait perdu avant même de le tenir. Après le départ des enfants, la grande maison de Bellevue sembla encore plus vide. Les trois sœurs erraient comme des fantômes dans les pièces spacieuses, chacune portant le poids de ses choix et de ses regrets. 3 mois plus tard, une lettre arriva de Sainte-Lucie, adressée à Mesdemoiselles de Valmont. L'écriture était soignée, et Célestine la reconnut immédiatement. Thomas avait trouvé un moyen d'écrire. Il disait avoir appris par des voyageurs qu'elles avaient eu des enfants. Il ne savait pas s'ils étaient de lui, mais choisissait de le croire. Il écrivait qu'il ne leur en voulait pas. Dans ce monde, chacun faisait ce qu'il devait pour survivre. Il travaillait désormais sur une plantation de café. Son nouveau maître était dur, mais juste. Il pensait souvent à leur nuit de lecture, à leur conversation. C'était, disait-il, les seuls moments de sa vie où il s'était senti presque libre. Si les enfants étaient les siens, il espérait qu'ils auraient une vie meilleure que la sienne. Et il espérait qu'elle, un jour, trouverait la paix. Célestine, Marguerite et Éléonore lurent la lettre ensemble, la première chose qu'elles partageaient vraiment depuis longtemps. Quand elles eurent fini, elles se regardèrent. Dans ce regard passa tout le poids de ce qu'elles avaient vécu. « Je suis désolée », murmura enfin Marguerite. « Pour tout. » Célestine prit la main de sa sœur, comme autrefois. « Moi aussi. » Éléonore posa ses doigts sur les leurs, refermant la chaîne brisée. Aucune d'elles ne parla de pardon. Elles savaient que certains actes ne s'effaçaient pas. Mais elles comprirent qu'elles seraient condamnées à vivre ensemble avec ce secret, ou à se perdre définitivement. Les années passèrent. Bellevue continua de prospérer sous leur gestion. Les triplés ne se marièrent jamais. Elles vécurent ensemble dans la grande maison, comme 3 vieilles filles excentriques que les gens de la colonie apprirent à respecter, sinon à comprendre. À la saison des pluies, quand le vent battait les persiennes, il arrivait que chacune, dans la solitude de sa chambre, pense à l'enfant qu'elle avait porté ou perdu, puis abandonné. Célestine imaginait un jeune homme au regard sombre, quelque part dans l'île, ignorant son origine. Marguerite songeait à une jeune fille intelligente, élevée derrière les murs d'un couvent. Éléonore, elle, se demandait si l'âme qui n'avait jamais vu le jour veillait encore sur elle malgré tout. Et parfois, les 3 sœurs se retrouvaient sur la terrasse, silencieuses, à regarder la mer au loin. Elles ne parlèrent plus jamais de Thomas, de leurs enfants ni de la nuit où tout avait basculé. Leur secret resta enfoui dans les plis de leurs robes, dans les murs de la maison, dans les registres de la plantation où son nom n'apparaissait plus. Mais au fond d'elles-mêmes, elles savaient que, quelque part dans le tissu compliqué de cette société coloniale, leurs fils et leurs filles grandissaient peut-être, portant en eux l'héritage invisible d'une histoire qui ne serait jamais racontée. Dans cette histoire dramatique, derrière les passions, les secrets et les tragédies, se cachent des vérités profondes sur la nature humaine, sur le pouvoir, et sur la façon dont nos choix déterminent notre vie. Voici 5 leçons essentielles que chacun peut appliquer dans son propre parcours. Leçon 1. Ta force peut devenir ta faiblesse si tu ne sais pas la maîtriser. Thomas était un homme doté d'une beauté remarquable, d'une intelligence rare, et d'une sensibilité que peu d'esclaves avaient la possibilité d'exprimer. Ces qualités auraient dû être sa force, son échappatoire, son chemin vers une forme de liberté intérieure. Pourtant, dans le monde brutal où il vivait, elles sont devenues ses chaînes. Sa beauté a éveillé le désir. Son intelligence a éveillé la méfiance. Sa douceur a éveillé l'attachement. Dans une société où il ne pouvait pas dire non, ses atouts sont devenus des vulnérabilités. Et c'est là une grande leçon pour nous tous. Ce qui nous rend brillants, exceptionnels, remarquables, peut aussi attirer la jalousie, la manipulation ou l'exploitation. Il ne suffit pas d'avoir des qualités, il faut apprendre à les protéger. La vie n'attaque pas nos faiblesses. Elle attaque nos forces mal défendues. Ce que tu es, ce que tu représentes, ce que tu rayonnes peut devenir une cible si tu ne sais pas poser des limites. Et même quand les limites semblent impossibles, comme pour Thomas, le discernement reste une forme de résistance. La maîtrise de soi est parfois la seule liberté disponible.
Leçon 2, la position sociale ne protège pas du vide intérieur. Les 3 sœurs jumelles étaient riches, puissantes, héritières d'un immense domaine, respectées par la société coloniale. Elles avaient tout ce que leur époque pouvait offrir en termes de privilèges. Pourtant, malgré cette abondance matérielle, elles ont cherché dans un homme réduit en esclavage ce qu'aucun aristocrate ne leur apportait. Elles avaient l'argent, mais pas l'amour. Elles avaient la puissance, mais pas la paix. Elles avaient la liberté sociale, mais pas la liberté intérieure. Cette contradiction nous rappelle une vérité fondamentale. Le statut ne remplace jamais l'équilibre émotionnel. L'argent ne remplace jamais la sécurité affective. Le prestige ne remplace jamais le sens. Beaucoup de gens brillent à l'extérieur, mais souffrent à l'intérieur. Ils s'inventent des illusions pour combler leurs fractures. Ils s'attachent à ce qu'ils ne devraient jamais s'attacher. Ils s'accrochent à ce qui les consume. Le développement personnel commence quand tu regardes ton vide intérieur avec honnêteté, et non quand tu cherches à le remplir par d'autres personnes. Les sœurs avaient tout, sauf l'essentiel. Et cette quête désespérée les a détruites. Leçon 3, une société toxique peut piéger même les esprits les plus forts. L'histoire de Bellevue n'est pas seulement une affaire de sentiments interdits. C'est l'illustration d'un système entier qui broie ceux qui y vivent, qu'ils soient du haut ou du bas. La société a piégé Thomas par la force. Elle a piégé les sœurs par les normes sociales. Elle a piégé Beaumont, les domestiques, et même les enfants à naître, car chacun jouait un rôle imposé. La plus grande violence de ce système n'était pas physique, elle était psychologique. Elle imposait des silences. Elle imposait des secrets. Elle imposait des sacrifices. Elle imposait des impossibilités. Même quand les sœurs voulaient suivre leur cœur, la société les jugeait. Même quand Thomas voulait simplement exister, la société l'écrasait. Et c'est là une leçon moderne. Aujourd'hui encore, beaucoup de gens vivent sous la dictature du regard social. Ils ne choisissent pas leur vie. Ils jouent le rôle qu'on attend d'eux. Ils s'adaptent à des normes qui ne leur ressemblent pas. Ils sacrifient leur liberté intérieure pour conserver une façade. La solution commence quand tu acceptes que la société ne sera jamais satisfaite, et que ta vraie vie commence le jour où tu te libères de ses attentes. Leçon 4, les émotions non maîtrisées détruisent plus que les erreurs. Les 3 sœurs ont agi par désir, par jalousie, par peur, par besoin de possession. Et chaque émotion non contrôlée a contribué à la tragédie finale. Le désir a créé le secret. La jalousie a créé la rupture. La peur a créé la violence. Le silence a créé le drame. C'est rarement l'erreur initiale qui détruit une vie. C'est la réaction émotionnelle après l'erreur. Ce sont les décisions prises dans la panique, dans l'orgueil, dans la colère. Marguerite n'a pas détruit Thomas parce qu'elle ne l'aimait pas. Elle l'a détruit parce qu'elle ne savait pas gérer ce qu'elle ressentait. Célestine n'a pas souffert parce qu'elle a aimé. Elle a souffert parce qu'elle n'a pas anticipé le prix de cet amour. Éléonore n'a pas perdu par faiblesse. Elle a perdu parce qu'elle n'a pas su affirmer sa place dans ce tourbillon. Apprendre à maîtriser ses émotions est plus important que d'éviter les erreurs. La discipline émotionnelle est ce qui distingue les gens qui survivent des gens qui s'effondrent. La maîtrise de soi est une force que personne ne peut enlever. Leçon 5, certains secrets détruisent, mais d'autres enseignent. Le secret des 3 sœurs n'a jamais été révélé à la colonie. Personne ne saura jamais ce qui s'est passé véritablement dans la grande maison de Bellevue. Ce secret a détruit des vies, brisé une famille, séparé des enfants de leur mère, ruiné des relations qui semblaient indestructibles. Mais ce même secret a révélé des facettes profondes de chacun. Il a montré leur courage, leur faiblesse, leur humanité, leurs contradictions. Et c'est ainsi dans la vie. L'expérience la plus douloureuse peut devenir la source de ta plus grande sagesse, si tu acceptes de la regarder en face. Les erreurs que tu caches te consument. Les erreurs que tu analyses te libèrent. Les secrets que tu assumes deviennent des leçons. Les secrets que tu fuis deviennent des prisons. L'histoire de Thomas et des 3 sœurs n'est pas seulement un drame. C'est une boussole. Elle nous montre que tout ce que nous vivons, même l'inacceptable, peut devenir une lumière si nous savons en tirer du sens. L'histoire de Bellevue n'est pas un simple récit colonial. C'est un miroir. Elle nous renvoie nos propres blessures, nos propres choix, nos propres chaînes intérieures. Et elle nous rappelle une vérité profonde, on ne contrôle pas toujours ce qui nous arrive,
mais on peut toujours choisir ce que cela fait de nous. Nous vous remercions d'avoir regardé. Nous espérons que cette vidéo vous a apporté un éclairage précieux. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la fonction de notification pour rester au courant de nos vidéos informatives.